Michael Jackson est un carton planétaire, plein de films se sont montrés avec des bandes annonces. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. La première actualité de la semaine concerne le film de Willem. Vous savez, Willem, le créateur de contenu de l'époque, qui faisait pas mal de vidéos de fiction que les gens aimaient beaucoup, qui reprenait les codes du cinéma, pour pas dire plagier, pour justement les mettre dans des petites capsules, des petites vidéos comme ça, des mini courts-métrages. Eh bien, il sort un film. C'est un film d'horreur, j'imagine, vu la couleur de l'affiche. Il s'appelle Who, mais vu aussi la tagline, le monstre se cache dans les détails. À voir si c'est un film sur l'identité, c'est comme ça que moi je le vois en tout cas, si c'est vraiment un film d'horreur, à voir à quel point c'est professionnel, le budget, la gueule que ça aura, est-ce que c'est juste une grosse vidéo YouTube? On imagine que oui aussi, pourquoi? Car le film sortira en salle que le 28 et 29 mai, il y aura une avant-première au Rex quelques jours avant, le 26 si je dis pas de bêtises, mais ça sera le visa exceptionnel de sortie, comme pour Kaizen et ce genre de projet. Donc oui, ça sortira au cinéma, mais vu le visa, probablement en ligne juste après. C'est un projet indépendant, donc autofinancé. Alors, autofinancé, c'est-à-dire qu'il a trouvé de l'argent un peu partout. C'est pas par un gros studio, même si c'est Pathé qui distribue, ce qui est assez étonnant parce qu'en général, les films de youtubeurs, c'est MK2 qui les distribue pendant un week-end, mais là, c'est Pathé. Ça reste indépendant, même si c'est Pathé qui distribue, t'as besoin d'un distributeur, c'est comme ça. Donc oui, ça peut être intéressant. J'ai hâte de voir la bande-annonce, voir comment le film va être montré au monde de manière générale, quelle sera la campagne marketing, est-ce que les gens vont y aller, surtout les plus jeunes qui connaissent pas du tout Willem. C'était quand même un moment qui me concernait plus moi à mon âge plutôt que peut-être les plus jeunes, parce que ça fait quoi, des années qu'il a pas fait de contenu. À voir ce que ça va donner, mais c'est quelqu'un qui est quand même très attendu parce que les gens aimaient beaucoup son contenu. Moi, à titre personnel, ça a toujours été genre du cinéma, mais en mode voilà, YouTube quoi, ou Facebook, peu importe, ça m'a jamais vraiment impressionné parce que c'est juste des copies de cinéma sans trop d'originalité, mais pourquoi pas? Moi, il y a le délire égocentré que j'aimais pas trop, mais à voir, si le film est bien, si ça parle de ça, si c'est une remise en question, si c'est une bonne fiction, si c'est de l'horreur, moi je prends en réalité, si c'est divertissant, je pense que j'en ferai la critique, on verra ça dans un mois. Du coup, Possession aura le droit à un remake, le film de Zulawski que moi j'adore, qui était juste absolument terrifiant, angoissant, et aussi un film sur le couple. En réalité, un remake sera fait par Parker Finn, le réalisateur de Smile 1 et 2, à partir de là, c'est compliqué. Passer derrière Zulawski, c'est juste pas possible. Mais surtout avec Margaret Qualley, qui sera, je pense, génial pour le rôle. Et en même temps, Callum Turner, qui sera aussi très intéressant. Il remplace donc Adjani et Sam Neill. Je l'attends pas vraiment, ce film. Regardez l'original, qui est vraiment bien, que je vous conseille. Elden Ring, le film sera évidemment gigantesque. C'est confirmé, c'est plus de 100 millions de budget. C'est de loin le projet A24 le plus cher de l'histoire d'A24. C'est plus de 3 mois de tournage, 100 jours minimum, sans compter les reshoots. Donc c'est un énorme blockbuster qui va coûter très très cher, peut-être même plus que 100 millions. C'est 100 millions le minimum, qui est en plein tournage et qui sort dans 2 ans, mars 2028. C'est officiel maintenant. En tout cas, c'est officiel que ça coûte cher. Le casting a été révélé la semaine dernière. J'en avais déjà parlé dans la vidéo actualité. Mais voilà, oui, ça sera le plus gros projet de A24. C'est confirmé à 100%. Curry Barker, qui a donc réalisé le film Obsession, qui sort chez nous dans quelques semaines, là apparemment il est très très bien et les retours critiques sont excellents, va réaliser Massacre à la tronçonneuse. Encore une fois, quel est l'intérêt de réaliser un énième Massacre à la tronçonneuse? Je ne sais pas, mais c'est pour A24. Ça pourrait être bien, ça pourrait être intéressant, à voir ce que ça va donner. Mais vu qu'il sort de Obsession, que les gens aiment beaucoup, peut-être ils ont vu une sorte de talent caché ou quelque chose comme ça, ou un nouveau talent pour se dire « Ok, c'est le mec qu'il nous faut, à voir, mais c'est A24 qui s'en occupe. » Toujours chez A24, c'est The Death of Robin Hood, avec Hugh Jackman, de Sarnowski, si je dis pas bêtise, qui a réalisé Pig et Sans un bruit jour 1, qui étaient 2 films pas mal. Pour le coup, Pig était vachement bien. La bande-annonce est pas mal aussi, en termes de visuel, de là où ils ont tourné, d'histoire. Je pense que ça peut le faire, ça peut être intéressant, à voir ce que ça va donner, et s'il sort bel et bien chez nous en salle, en France. Mais je pense que ça peut être une expérience au moins visuelle, même si l'histoire peut être bordélique, quoi. Donc ça, j'ai hâte de le voir. Coyote vs Acme a montré sa première vraie bande-annonce. Vous savez, le film qui a été mis dans une sorte de vault de la Warner pour gagner en crédit d'impôt. Au final, ils ont réussi à le vendre pour 80 millions de dollars à Ketchup Entertainment, et ils vont sortir le film en salle un peu partout dans le monde. Et c'est donc, voilà, Coyote vs Acme, l'histoire de ces 2 personnages-là, mais d'un point de vue d'un procès. C'est ça qui est trop drôle, c'est que c'est genre, à l'époque, vous savez, les films live-action animation comme Roger Rabbit, mais du point de vue d'un procès. Donc ils font un film de procès sur Coyote vs Acme, et moi je trouve ça assez drôle. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que ça peut être vraiment divertissant, et la bande-annonce m'a donné envie. John Cena a l'air à mourir de rire, l'intégration du côté dessiné et live-action a l'air vraiment réussie. Donc oui, j'ai grave hâte de voir ça. Miami Vice 85 est officialisé, ce sera le titre du film, en tout cas pour l'instant.
c'est Joseph Kosinski qui réalise, c'est donc le mec qui a fait F1 récemment, Top Gun Maverick. C'est confirmé que Michael B. Jordan et Austin Butler seront les rôles principaux. Le chef-op sera Claudio Miranda, qui a donc été le chef-op de l'Odyssée de Pi. Écoutez, ça a l'air pas mal du tout, moi j'y crois, j'aime beaucoup le réal. Je suis pas fan de F1, mais c'est plutôt le reste dont j'étais pas fan. Mais là, Miami Vice... Oui, c'est dur de passer derrière le Michael Mann, mais je pense qu'en termes d'esthétique, de choix d'acteurs et tout, ça peut être vraiment bien et ça sort dans 2 ans pour mai 2028. Anecdote assez rigolote, mais donc le marionnettiste qui s'occupe de Rocky dans Projet Dernière Chance est éligible aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur secondaire, c'est James Ortiz, il s'appelle comme ça, il est éligible et donc ils vont le déclarer dans cette catégorie en espérant qu'il soit nommé. Il sera évidemment pas nommé, mais c'est rigolo, je trouve que c'est bien et c'est cool de donner cette reconnaissance à ce genre de personnes. Mine de rien, il a donné vie à un personnage et c'est cool qu'il le mette comme ça en avant, même s'il sera pas nommé, hein, le geste est sympathique. Nous avons le fameux projet des Daniels, ceux qui ont fait Swiss Army Man, Everything Everywhere All at Once, qui devrait commencer son tournage bientôt. Sauf que personne ne veut jouer dedans. À la base, c'est Ryan Gosling qui a refusé le projet, un projet quand même à 150 millions de dollars, hein, c'est pas rien du tout. Ensuite, c'est Keanu Reeves qui a refusé et maintenant c'est Brad Pitt. Personne ne veut jouer dans ce projet. Pourquoi? On ne sait pas, mais ils sont en train de chercher une star pour jouer dans l'œuvre. Moi, j'aime bien les Daniels, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec beaucoup d'argent. Everything Everywhere, c'était 25 millions, là, ils vont avoir beaucoup plus, 6 fois plus, ça peut être vraiment intéressant, mais pour l'instant, tout le monde refuse. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le scénario est pourri? Est-ce qu'ils sont pas dispo? Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de le savoir, mais on en parlera quand un acteur sera choisi. Il faut savoir qu'un film Battlefield est officiellement prévu. C'est Christopher McQuarrie de Mission Impossible qui va réaliser, et je trouve ça plutôt cool. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup d'effets pratiques, de cascades, de vrais véhicules, d'avions, ce genre de choses. Michael B. Jordan ne sera pas forcément acteur, mais en tout cas, il est producteur exécutif, et ça va se faire. Et je trouve ça bien, parce qu'en fait, il y a un film Call of Duty qui est prévu. D'ailleurs, le réalisateur Peter Berg a dit il y a des années que c'était un truc de loser de jouer à Call of Duty, c'était un truc de lâche. Bon, ça c'est bizarre, on verra, mais c'est lui qui réalise. Et là, Battlefield s'est dit non, nous aussi, on doit faire un film, on doit faire la concurrence à Call of Duty comme à l'époque, et je trouve ça bien, je trouve ça rigolo. Déjà, Battlefield était le jeu le plus vendu l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Là, qu'il fasse la concurrence et la compétition avec Call of Duty au cinéma, je trouve que c'est à mourir de rire. Après, entre les deux, s'il faut choisir Battlefield de Christopher McQuarrie et Call of Duty de Peter Berg, je choisis le McQuarrie, c'est évident. Et en plus, Battlefield, je trouve que c'est une licence plus intéressante, mais ça, c'est mon avis personnel. Park Chan-wook a trouvé le casting de son prochain film, c'est un film donc anglophone, The Brigands of Rattle Creek, c'est un western thriller avec Pedro Pascal, Matthew McConaughey, Austin Butler et Tang Wei. Le tournage devrait commencer bientôt et pour une sortie, j'imagine, en 2028. La série Ted cartonne, la saison 2 est la série comique la plus regardée aux États-Unis, mais toujours pas de date de sortie en France, pas de diffuseur, rien. On fait comment en France? Bah, il faut pirater ou attendre un diffuseur, mais pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Pourtant, ça cartonne vraiment aux States. Et la première saison, honnêtement, était très sympa. Faut savoir que Letterboxd essaie de se faire racheter. Ils ont déjà été rachetés à l'époque, il y a quelques années. Mais là, ils cherchent un nouvel acheteur. Et évidemment, ils ont explosé ces dernières années. Ils ont une valeur qui est bien plus grande qu'à l'époque. Et ils cherchent donc quelqu'un qui pourrait racheter et contrôler Letterboxd. Donc, c'est possible que Letterboxd change drastiquement. S'ils prennent un énorme chèque, c'est possible que ça devienne l'enfer sur Terre, que ça devienne nul ou je sais pas quoi. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'ils cherchent, mais rien n'a été annoncé officialisé. Il faut savoir qu'un film Django versus Zorro ou Django/Zorro est officialisé. C'était le rêve de Quentin Tarantino depuis son enfance, hein, mais depuis des années, il en parlait. Après Django, il voulait faire un truc avec Zorro et tout. Et Tarantino ne sera pas de la partie. Il a dit ok, hein. Il a dit je vous autorise à faire cette histoire, je vous autorise à prendre ce projet de rêve qui m'appartient. C'est pas son scénario non plus, hein. C'est juste on lui a demandé gentiment, il a dit oui, vous pouvez le faire. C'est dommage parce que Tarantino il veut faire ce projet, mais comme j'ai fait ma vidéo il y a quelques années là sur la chute de Tarantino, il veut faire que 10 films. Donc là, il va ni écrire ni réaliser ce film qui était son rêve quand même à cause d'une règle arbitraire, débile. Rendez-vous compte de ça. On a le scénariste, c'est Brian Helgeland qui va s'en occuper. C'est le scénariste de LA Confidential, Mystic River et d'autres films peut-être un peu moins bien parfois, mais bon, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et c'est lui qui va scénariser. Ils vont trouver un réalisateur, mais c'est dommage quand même. Bordel, Django, peut-être Jamie Foxx reviendra, on sait pas pour l'instant. Zorro, on sait pas qui le jouera, peut-être Antonio Banderas, on n'en sait rien pour le coup, mais bordel, Tarantino c'était son rêve, il voulait le faire depuis longtemps et là ça va se faire. Mais sans lui, quoi. Et là, ils font plein de projets sans Tarantino. La suite de Once Upon a Time in Hollywood, le projet Django vs Zorro, il est en train de vendre toutes ses idées à plein de studios sans qu'il le fasse. Moi, je trouve ça triste. Putain, le mec, il aurait pu le faire, quoi. Le mec, il voulait le faire, mais non, il va laisser un autre studio, un autre réal, un autre scénariste s'en occuper. Et c'est un peu dommage. Après, il a dit, il est OK. Bon, s'il est OK, qu'est-ce qu'on peut dire, quoi. Mais c'est un peu triste. Et j'aurais adoré voir Django Zorro, quoi, par Tarantino. Mais rendez-vous compte, l'idée de fou, Tarantino qui fait Django et Zorro.
C'est un truc de malade. Mais malheureusement, c'est pas lui qui le fera, c'est quelqu'un d'autre. J'espère que ça sera bien tout de même. J'aimerais bien revoir Jamie Foxx aussi dans le rôle. Mais c'est quand même un peu triste parce que Django, il a été ressuscité par Tarantino, quoi. Et si c'est le même acteur, la même vibe et tout, ça serait juste exceptionnel. Mais malheureusement, ça sera pas le cas. Michael cartonne évidemment, c'est le plus gros succès en termes de démarrage de l'histoire des biopics. Et je parle pas des biopics musicaux. Je parle de l'histoire des biopics. Plus de 217 millions lors du premier week-end pour un budget à 200 millions. C'est un démarrage colossal, monstrueux, et bah, ça va relancer une mode des biopics. Encore une fois, déjà qu'elle n'est pas vraiment arrêtée, cette mode, depuis Bohemian Rhapsody qui a fait les 900 millions au box-office. Est-ce qu'il va faire 1 milliard ? C'est pas donné pour l'instant. À voir si bouche à oreille est bon, à voir si les gens ils kiffent à mort le projet. Mais pour l'instant, c'est pas donné qu'il fasse le milliard vu le démarrage. Mais c'est possible. Attention, c'est possible. Hein. Donc moi, vous savez que je déteste le film. Je trouve que c'est une catastrophe. Je trouve que c'est pas bien du tout. Je trouve que c'est une déception claire et nette. Après, est-ce qu'un jour, un biopic pourra surpasser Michael vu la célébrité de l'homme, vu sa popularité? Je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'on aura des biopics, bah, comme Snoop Dogg qui est prévu pour l'année prochaine. Prince, j'aimerais bien le voir aussi, le biopic, même si, bon, en réalité, il suffit de regarder Purple Rain, le film. C'est pas un biopic, mais vous allez comprendre l'essence de Prince. Je sais qu'il y aura ce genre de biopic. Je sais qu'il y aura ce genre de film où, justement, ça va parler de célébrité. Alors, surtout artistique, musicale, parce que c'est ce qui a une portée colossale. Mais je trouve ça un peu triste pour l'industrie que ce film catastrophique cartonne. Et encore, vous savez, moi j'aime pas Mario qui a cartonné aussi, mais Mario je l'ai trouvé moins cynique que Michael. Pour moi, Michael c'est déjà un film de propagande, j'ai ma critique, allez la voir si vous voulez plus de détails, mais c'est surtout un film qui est genre nostalgia slop, comme ils disent en ligne, c'est purement cynique. Là où Mario, c'est pas bien, mais c'était moins cynique que ce projet-là. Et moi, ce que je trouve un peu triste, c'est qu'en fait, ça va relancer des modes de biopic encore plus forts qu'avant, mais surtout, ça va juste motiver les gens à faire des trucs nostalgiques comme ça, sans vraiment penser à la qualité d'une œuvre, par exemple, et juste se concentrer sur des choses que les gens aiment bien de l'époque, et puis basta, comme on voit à Hollywood depuis plus d'une décennie maintenant. C'est un petit peu triste, mais c'est comme ça. Silo saison 3 a une date de sortie. Moi, j'ai arrêté la saison 2, honnêtement, elle m'intéresse plus du tout, cette série, c'est dommage, parce que j'aimais beaucoup la première saison, mais la deuxième m'a tellement déçu que je regarderai pas la saison 3, mais une date de sortie est confirmée pour les fans de la série, pour les gens qui ont Apple, c'est le 3 juillet. La saison 3 sortira et le tournage de la 4 est déjà fini. Ça devrait sortir, j'imagine, l'année d'après. Concernant Les Anneaux de Pouvoir saison 3, pareil, je ne pense pas continuer. Je ne pense pas regarder. Je pense que ça ne m'intéresse plus du tout. Même pour faire des critiques, je pense pas que je le ferai, malheureusement. Mais ça sortira cette année. La saison 3, c'est confirmé. 2 ans et demi d'attente, à peu près. Voilà, pour les fans, ça sortira. Spider Noir, c'est montré avec une bande-annonce. Donc ça sort le 27 mai. Pour rappel, les 8 épisodes d'un coup. C'est des épisodes de 45 minutes environ. Et ça sort en 2 versions. Une version couleur, une version noir et blanc. Et clairement, la manière dont c'est éclairé, la manière dont c'est fait de manière générale, en termes visuels, de photographie, c'est fait pour être regardé en noir et blanc. Et quand tu regardes la bande-annonce en noir et blanc, ça a de la gueule. Le noir et blanc est bien fait, rien à dire. Par contre, moi j'ai un vrai problème, car quand tu regardes la bande-annonce en couleur, ça déchire aussi. C'est ça qui fait un peu chier. Ça déchire de fou. Donc je pense vraiment que je vais regarder la série 2 fois. Je vais regarder la version couleur et la version noir et blanc. Peut-être je vais commencer avec la version noir et blanc, mais quand je vois la série, là en couleur, les couleurs utilisées, elles sont vraiment classe quoi. C'est joli, il y a un côté très numérique à la chose, ok d'accord, mais franchement, ça envoie, ça donne envie de voir la série en couleur aussi. Je sais pas si c'est fait exprès, mais franchement, les 2 versions ont l'air bien. Et au début, je me préparais à être un élitiste insupportable en jugeant les gens qui allaient regarder en couleur et pas en noir et blanc, parce que le noir et blanc, les gens aiment moins. Mais quand tu vois la gueule de la version couleur, tu dis ah, je comprends un petit peu quoi, parce que la version couleur, elle a de la gueule quoi. À voir quand la version définitive sortira dans quelques semaines, mais les 2 versions ont de la gueule et je trouve ça vraiment bien. Gen V a été annulé, et oui, il y a une saison 2 que je n'ai toujours pas vue d'ailleurs, qui est sortie l'année dernière, mais il n'y aura pas de saison 3. C'est terminé, c'est annulé. Je sais pas si la série est terminée, mais je pense que Gen V est terminée pour le coup. Et la série Vote Rising, avec évidemment Soldier Boy et Stormfront, est toujours prévue pour 2027. Le tournage devrait bientôt commencer. Donc oui, The Boys s'achève dans quelques semaines. Ma critique de l'épisode 5 demain. Gen V c'est terminé, mais il reste Vote Rising pour l'année prochaine. Et si ça se passe bien, j'imagine qu'ils feront plusieurs saisons. C'est ce qui est prévu à la base. Has Been Hotel a été annulé aussi. Mais attention, parce que la saison 2 est sortie. La série a été techniquement annulée, mais annulée à la 5e saison. Il y aura 5 saisons de Has Been Hotel. Donc c'est à la fois une confirmation et un renouvellement de plusieurs saisons, et aussi une annulation. C'est quand même assez tôt dans l'histoire de la série, il est que à la saison 2, mais c'est bon, elle s'achèvera à la 5e saison, c'est définitif, c'est confirmé.
C'est comme ça, donc pour les fans d'Has Been Hotel, encore une fois, moi j'étais déçu par la saison 2, vous allez avoir 5 saisons au total. Mais j'essaierai la saison 3 parce que je suis quand même assez curieux. Devil May Cry, pour les fans, ça sortira donc le 12 mai, la saison 2 sur Netflix. J'ai pas regardé, ça m'intéresse pas des masses et je pense pas que je vais regarder, mais pour les fans, voilà, c'est pour dans quelques semaines. Acharné saison 2 a une anecdote assez rigolote, ils ont perdu beaucoup d'argent car ils devaient enlever avec des effets spéciaux les oreillettes que portaient les acteurs dans certaines scènes, Carey Mulligan et Oscar Isaac. Pourquoi? Car en gros, dans certaines scènes, ils devaient écouter de la musique pour être plus synchronisés, pour mieux jouer, et ils avaient donc des écouteurs. Alors, c'est pas des écouteurs d'iPhone ou de Google Phone ou ce que vous voulez, c'est des écouteurs genre membrane, que vous voyez quand même, mais qui vont dans l'oreille. Mais vous les voyez. Donc, durant pas mal de plans, ils ont dû dépenser beaucoup d'argent pour supprimer ces écouteurs. C'est un choix visiblement du réalisateur qui trouvait que la performance était meilleure, que les acteurs étaient plus synchronisés par rapport à ça. Je sais que personne n'a regardé Acharné saison 2 pour l'instant. Moi, j'en ai fait une critique, allez la voir. Mais voilà, c'est une petite anecdote. Ils ont dû dépenser beaucoup d'argent en post-prod à cause de ce petit truc. Est-ce que c'est un caprice du réal? Est-ce que c'est un caprice des producteurs? Est-ce que c'est une mauvaise gestion de l'équipe et tout? Ou est-ce que c'est un choix artistique intéressant quitte à dépenser de l'argent? Je ne sais pas, on ne saura probablement jamais, mais ils ont dépensé beaucoup d'argent pour supprimer justement ces fameux écouteurs. Le diable s'habille en Prada 2 supprime une scène avec Sydney Sweeney. Elle devait jouer son propre rôle et donc apparaître dans le film, mais ce caméo a été supprimé. Je pense pas que c'est lié aux polémiques de manière générale, je pense que c'est juste lié au montage du film. Ils se sont dit que ça collait pas ici dans le film, ils l'ont supprimé. Je ne l'ai pas vu, j'irai le voir demain, j'en ferai une critique, mais voilà, il a été supprimé, il n'y a pas de raison politique ou quoi. Je pense vraiment que c'est une question de montage plus qu'autre chose. Far Cry n'adaptera pas les jeux, parce que oui, rappelez-vous, une série Far Cry est prévue par Noah Hawley, qui s'occupe de la série Alien Earth. Je sais pas comment il fait Alien Earth, il fait un autre film qu'il réalise et écrit d'ailleurs, c'est un remake, et il fait la série Far Cry. Est-ce que c'est prévu pendant quelques années? On n'en sait rien, mais ça a énervé les gens, car en fait, il a dit que les gamers s'en fichent des cinématiques, et ils sont juste là pour jouer et qui passaient les cinématiques. Alors ça, je pense que ça, c'est faux. Alors même s'il y a beaucoup de gamers qui passent les cinématiques et tout, je pense que beaucoup sont intéressés par l'histoire. Après, là où il a raison, c'est que les jeux vidéo sont pas faits pour avoir le meilleur drame possible. Sur ça, il a raison. Genre franchement, en termes de jeux vidéo, en termes de drame, il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo qui ont une bonne histoire. C'est quasiment impossible et c'est très très rare. Vous allez me dire des exceptions et tout si vous voulez, mais c'est rare quand même. Là où des films, des séries qui ont des bonnes histoires, il y en a quand même beaucoup. Le jeu vidéo, c'est beaucoup plus compliqué en termes de pourcentage. Il n'y a quasiment pas d'histoire mémorable ou intéressante à cause du format du jeu vidéo. Et c'est pas négatif, hein. C'est juste qu'un jeu vidéo, ça se joue. C'est pas pour une histoire que tu fais un jeu vidéo, c'est pour jouer, c'est pour le gameplay en général. Donc il y a clairement un peu de mépris de ce point de vue-là, mais il a un petit peu raison aussi d'un autre point de vue. Cependant, ça sera pas du tout une histoire qui a déjà existé dans l'œuvre de Far Cry. Donc ça sera pas une époque ou un lieu qui est précis, qui existe. Il va vraiment adapter ça dans un nouvel endroit. Et je trouve ça bien en réalité. Comme Assassin's Creed Netflix, hein, ils vont faire la Rome antique dans Assassin's Creed, la série, et là ils vont faire une autre époque ou un autre endroit, et je trouve ça bien. Alors époque, hein, parce que Far Cry c'est en général contemporain, mais c'est des époques voilà entre 2010 et 2030 on va dire quoi, en général, sauf s'ils font Primal, ce qui serait rigolo quoi. Mais Far Cry sera donc une idée originale de Noah Hawley, et je trouve ça bien. Vous allez avoir Far Cry Népal, vous allez avoir Far Cry, je sais plus c'est où dans le 3, sur les îles paradisiaques en Asie du Sud-Est, ce genre de choses quoi. Là, une idée originale, je trouve que c'est une bonne idée, et c'est cool de pas adapter toujours les jeux par rapport à ça. Le mépris, pas ouf, mais en réalité, il n'a pas tort non plus, je pense. Warner a montré les bandes annonces de Evil Dead Burn, vous savez, de Sébastien Vanitschek et de Flaubert de manière générale, et ça a l'air bien. Le teaser, il vend du rêve, il déchire, ça donne envie de voir le truc. Alors, on sait pas quoi comme vibe Evil Dead, hein, mais vu le titre, vu le petit truc qu'on a vu là, le petit teaser en plan séquence de 50 secondes, vu l'approche globale de l'esthétique, l'ambition derrière ce côté marketing du film qui sort dans quelques mois, ça déchire, honnêtement, ça donne envie de le voir, ça a l'air trop bien, j'ai envie de le déguster là dans quelques mois, et je pense que ce sera un film vraiment intéressant. Donc je fais confiance à nos Français, et je pense que l'approche de ce teaser-là, de montrer ça comme ça, ce plan séquence dans ce manoir, entre guillemets, ou cette maison cabane à la Evil Dead, je trouve que c'est une très bonne idée, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec. Clayface aussi a le droit à une bande-annonce, donc c'est très bien de montrer comme ça le futur du DCU avec un projet horrifique à moyen budget de 40 millions. Ça déchire visuellement, alors pas en termes de photographie et tout, mais en termes d'idées. Le fait que ce visage, il change, il bouge de manière très Cronenbergienne, ou de substance, si vous voulez prendre un exemple plus récent, bah, je trouve ça stylé, ça donne envie de le voir. Même la tagline, elle est intéressante parce qu'elle est bien ancrée dans le DCU. Superman, c'était Look Up, Supergirl, c'est Look Out, et là, c'est Look Fear in the Face. Ils ont gardé le look à chaque fois, et juste ce plan-là, je le trouve très réussi.
Ça montre vraiment les névroses d'Hollywood, parce que c'est ça, hein, c'est un acteur qui veut changer de visage et qui se fait tabasser et qui a plus le visage d'avant, ce genre de choses. Et ça montre aussi le côté plus DCU, super-héros. Maintenant, à voir à quel point ça sera super héroïque, parce que j'ai peur que ce soit un peu trop nul. Si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'en gros, il y a une scène dans la bande-annonce où tu vois son gros poing qui devient une sorte de pic, comme le classique Clayface. J'ai peur que ça devienne trop un bordel de super-héros quand ils prennent une histoire de body horror. Vous savez, Joker, c'est resté assez ancré. Est-ce que Clayface va rester ancré? Je ne sais pas. Mais bon, hâte de voir ce Gotham-là, hâte de voir ce que ça va donner. Je suis très très curieux par rapport à ça aussi. Moi, ça me donne envie, ça a l'air pas mal. Plus que Supergirl. Déjà, Supergirl m'a un peu déçu visuellement, mais ça me chauffe un petit peu. On a aussi la bande-annonce de House of Dragon saison 3 qui sortira donc le 21 juin. Ça a l'air ok, honnêtement. Ça a l'air bien, impressionnant visuellement et tout. J'aime pas le filtre gris qu'il y a sur cette saison, quoi. Je ne comprends pas. La saison 2, c'était pareil, hein. C'est quoi ce filtre gris dégueulasse? Après, ça a l'air bien, ça a l'air divertissant, ça a l'air grandiose, mais j'ai plus la hype comme avant. Mais je pense que ça va être bien. Encore une fois, je sais pas si je ferai la critique de tous les épisodes, je sais pas comment je vais gérer ça, mais en tout cas, ça m'intéresse. Visuellement, ça a l'air pas mal, mis à part ce truc gris. En termes d'histoire, de narration, j'espère que ça sera mieux. Je sais que c'est un peu un projet détesté par George R. Martin à cause des embrouilles avec HBO et le showrunner Ryan Condal, mais en réalité, visuellement et dans ce que ça va raconter, je pense que ça va être bien tout de même. Juste un peu déçu de ce filtre gris que personnellement je n'aime pas du tout. Helena Bonham Carter quitte White Lotus saison 4, elle devait jouer l'un des rôles principaux dans cette saison, mais vu qu'ils ont réécrit le personnage, vu qu'ils ont changé beaucoup de choses par rapport au personnage, ils trouvaient qu'elle ne collait plus du tout au rôle et ils l'ont changé. On ne sait pas pour qui pour l'instant, ils sont en train de rechercher, mais elle ne sera donc pas de la partie. Le tournage va commencer là en mai, dans le sud de la France, à Cannes évidemment, mais pas que. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est un peu dommage pour elle, qui aurait été d'après moi une super édition de White Lotus parce qu'elle avait cette énergie qui colle à The White Lotus. Pour parler un petit peu jeux vidéo, c'est le Xbox Game Pass qui baisse son prix, il passe de 30$ à 22, 23, certes, ils enlèvent Call of Duty, mais en tout cas ça baisse de prix, et j'ai rarement vu, voire jamais vu un abonnement baisser de prix, je trouve ça bien, même s'ils perdent en théorie des fonctionnalités. Là, il y a juste un truc en moins et sinon le prix baisse, quoi. Donc ça c'est bien. C'est en même temps la nouvelle boss de Xbox qui veut changer complètement la manière de faire et je pense que c'est une bonne chose. Elle a l'air de réagir de manière assez frontale et logique pour l'instant et elle réfléchit aux exclus. Elle est en train de se dire est-ce qu'on reprend les exclus console ou pas? Est-ce qu'on reste sur PC, sur Windows? Ils vont réfléchir, ça va prendre du temps. Moi je pense qu'il ne faudrait pas refaire d'exclus. Je pense qu'avoir justement PC, Xbox, PS5 c'est une très bonne chose, mais ils vont voir avec les chiffres et ils vont décider. Donc je trouve que pour l'instant ça se lance plutôt bien. Concernant Assassin's Creed Black Flag Resynced, la bande-annonce a été diffusée. Le jeu sort le 9 juillet, c'est le remake de Black Flag qui est mon Assassin's Creed préféré et l'un de mes jeux préférés aussi. Ils ont retravaillé un peu tout. Évidemment les graphismes, ça envoie. Franchement ça a de la gueule. Visuellement je pense qu'on va se régaler avec le jeu. Ils ont retravaillé l'action et les combats de manière générale. Ils ont rajouté 6 heures de contenu. Et le monde actuel contemporain c'est du contenu optionnel. Aujourd'hui ils ont fait des changements dans les quêtes, dans la filtration. Avant tu te faisais choper, c'était un desync, c'était insupportable. Maintenant tu peux rejouer. Il y a un gameplay de 9 minutes qui a été diffusé qui est très très bien. Les acteurs dont Matt Ryan qui joue Edward est de retour. Donc il y a tout ça qui fait que maintenant le jeu est meilleur, quoi. Ils ont une meilleure version de Black Flag en rajoutant plein de trucs, en bossant les animations des visages. Bref, ça a l'air d'être un peu l'Assassin's Creed ultime, entre guillemets, surtout en termes de remake. Ils ont l'air d'avoir fait un vrai travail par rapport à ça. Ils ont corrigé, j'ai l'impression, tous les problèmes et ils vendent du rêve. Maintenant, moi, Assassin's Creed, je prends bien le remake du 1, du 2, de Brotherhood et Révélation quand ils veulent, il n'y a aucun problème. Parce que je regardais des images de Black Flag et je me disais, c'est que c'est un peu rude graphiquement. Ça va, hein, mais c'est un peu rude. Assassin's Creed 1 et 2, je vous jure, c'est pas très beau aujourd'hui. Vous regardez le truc, je me suis dit, bah attendez, moi de mémoire, c'était incroyable, c'était génial en fait. Mais là, Florence aujourd'hui, avec genre le Anvil Engine qu'ils ont là, ça serait incroyable. Florence, Constantinople, Rome, s'il vous plaît. Maintenant, ça sera un succès planétaire ce truc, et je l'espère, il le mérite. Sortez des remakes des anciens. Je pense qu'on peut se régaler, mais c'est bien qu'ils avancent avec Black Flag, qui est quand même l'un des préférés des gens. Comme ça, ils puissent voir un peu ce que ça donne. Mais s'ils refont le 2 et la trilogie de Ezio, moi je prends. Même, putain, Altaïr, ça serait évidemment mortel. Nous avons quelques images d'Alien Isolation 2, un mini teaser, juste pour annoncer un peu le nouveau moteur graphique. Ce sera Unreal Engine 5 et non pas le Cathode Engine. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi, Alien Isolation, ça me faisait trop flipper. Trop pénible comme jeu de ce point de vue là, donc je l'ai jamais fini. Après je l'ai essayé qu'en VR, j'avais une VR modée dessus, mais oui ça me donne envie parce qu'Alien Isolation apparemment était très très bien, et là si le 2 sort, je pense que j'essaierai, je le ferai sûrement en live, qu'on rigole un petit peu. Il faut savoir que le Steam Controller sortira bel et bien la semaine prochaine, donc le 4 mai pour 99 €, et au début le prix je me suis dit, c'est compliqué. Qui va acheter ça? 99 balles alors qu'une manette Xbox de PS5 c'est 60 €.
Mais en fait, il y a évidemment beaucoup plus d'options. Ça se rapproche beaucoup plus d'une version élite de ces consoles-là, avec des versions à 200 balles. Donc oui, ça a l'air de valoir son argent pour 99 balles. Maintenant, la question est, qui va acheter ça, mis à part les fanatiques comme moi? Moi, j'adore Valve, j'adore ce qu'ils font. Le Steam Controller, pour moi, c'est le premier. Première manette, c'était genre la meilleure manette ever. J'étais obsédé, mais elle s'est cassée et puis il les vendait plus, donc ça m'a saoulé. Mais là, le Steam Controller 2, je suis grave à fond. Franchement, même si c'est cher, moi ça va, j'ai de la chance, mais je trouve ça cher. Parce que dans la vraie vie, qui va hésiter entre une PlayStation à 60 balles et un Steam Controller à 100 balles? Oui, c'est une meilleure manette, le Steam Controller. C'est clair et net, il y a les reviews, les tests qui sont sortis, tout le monde dit que c'est des meilleures manettes. Mais 100 balles, ça va freiner des gens qui se disent, en fait, si j'ai juste envie d'avoir une manette, je prends une Xbox et puis basta. C'est logique. C'est compréhensible, mais moi je vais quand même l'acheter parce que je suis un fan et parce que j'avais juste adoré la première manette. Il faut savoir que Clair Obscur s'est vendu à 8 millions de copies, c'est vraiment génial, je suis trop content pour les devs, c'est trop bien, ils méritent leur succès, c'est une évidence, je pense que c'est un super jeu, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes d'adaptation cinéma en live action, mais c'est 100% mérité. Resident Evil Requiem, c'est de loin le jeu le mieux vendu de la licence, en tout cas en termes de rapidité de vente, avec 7 millions de copies vendues, et je suis en train de me faire la saga Resident Evil, genre le 2, peut-être je suis en live pendant que cette vidéo sort d'ailleurs sur Twitch, je suis en train de me faire le 2 remake, je ferai le 3, 4, 7, 8, 9 par la suite, donc j'ai hâte de le découvrir, mais oui, c'est le jeu qui s'est le mieux vendu de la saga. Les sorties de la semaine, c'est Le Diable s'habille en Prada 2, ma critique sortira demain, je le regarderai, j'aime bien le premier film, donc j'irai le voir. Die My Love, je pense pas que j'irai voir ça en salle, ça me chauffe pas du tout, ça m'intéresse pas, mais apparemment c'est ok, ça divise beaucoup, mais voilà, le film sort cette semaine. Et Okum, le film d'horreur, là, vibe irlandaise, sort aussi cette semaine, je l'ai vu, je sais pas si je dois en parler pour l'instant, mais franchement... Voilà, voilà. Regardez mes réseaux, vous saurez ce que j'en pense dans quelques jours. Voilà, c'était les actualités de la semaine. Dites-moi ce que vous en pensez, êtes-vous d'accord, pas d'accord avec moi? J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, les vidéos sont disponibles en mode podcast, Spotify, Apple, Deezer, ce genre de choses. Mais j'ai aussi un compte Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.